Merci en tout cas à la coordination du pacte civique de m'interroger. Et mon point de vue va être assez personnel. Donc, il n'a pas une force de loi générale, mais quand même, il est habité par l'esprit du pacte civique. Donc, je ne serai pas très loin de l'approche que pourrait faire un pacte civique, le pacte civique sur la question des élections régionales et départementales. La première question, et je voudrais creuser je voudrais renvoyer en creux la question des grandes régions, mais vous posez la question, est-ce que le nouvel échelon régional, donc les grandes régions, éloigne les élus des citoyens et comment y remédier? D'abord, oui, les grandes régions éloignent le pouvoir de décision des citoyens. Je peux vous dire que dans le Grand Est, qui est évidemment une aberration, la majorité des gens ne connaissent pas même le Grand Est. Non seulement ça éloigne des citoyens, mais ça éloigne aussi des élus. Imaginez que les gens se retrouvent à Metz, ils viennent de Mulhouse, de, des Vosges, enfin de Meurthe-et-Moselle, de partout. Et donc l'éloignement des élus est évident, c'est-à-dire qu'ils viennent de temps en temps en séminaire, ce qui veut dire que le pouvoir est essentiellement entre les mains du cabinet et de la technostructure. Je trouve que cette réforme des grandes régions est pour moi une très grande déception de la présidence Hollande. C'est une réforme absolument technocratique quand elle devait être d'essence démocratique. Et j'avoue que la question de l'organisation des pouvoirs locaux n'a jamais été abordée de manière sérieuse. Et donc, ça renvoie à la question, plus généralement, de quelle organisation des pouvoirs locaux. Et je pense aujourd'hui pouvoir dire qu'il n'y a pas de haute qualité démocratique sans haute qualité de l'organisation des pouvoirs locaux. Les deux choses sont liées. Quand j'ai milité pour le Conseil d'Alsace unique, pour un oui de gauche en fait, et quand j'ai milité pendant 15 ans pour le périmètre actuel de notre agglomération, j'ai essayé de partir de 4 préoccupations des citoyens et non pas de considérations posées par des sénateurs ou par des présidents de grandes agglomérations ou par des députés qui sont éloignés des préoccupations des citoyens. Et je voudrais dire qu'il y a 4 préoccupations qui me paraissaient essentielles dans la construction d'organisation des pouvoirs locaux qui soit cohérente et lisible. La première question que se posent les gens, qu'est-ce que vous faites de mon argent? Qui, comment et pourquoi? Et aujourd'hui, malgré des avancées assez bricolées d'ailleurs, on est dans une situation en France d'un empilement, d'un enchevêtrement qui rend les choses totalement illisibles, opaques, incohérentes, pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour les élus. Ça vient d'être dit tout à l'heure. Et donc, la première question pose la question de l'efficience des pouvoirs, de l'organisation des pouvoirs locaux. Quelle organisation plus sobre et plus lisible de l'organisation des pouvoirs locaux? Comment les gens peuvent se reconnaître? Ça, c'est la première question. Et ça, l'opacité, la non-transparence est un élément d'ailleurs de discrédit des politiques. La deuxième question qui me paraissait importante, très importante, je me mets à la place des habitants, qu'est-ce que vous faites de mon vécu? C'est-à-dire de mon identité, de mon histoire, de mon ancrage, de mon sentiment d'appartenance. Et qu'on le veuille ou non, on ne peut pas travailler sur des transformations s'il n'y a pas un sentiment d'appartenance. Une sorte d'identité avec une ouverture à 360 degrés. Mais l'identité est importante. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la deuxième préoccupation des habitants de la construction de l'organisation des pouvoirs locaux, c'est est-ce que c'est mon territoire vécu? Est-ce que c'est le territoire que je vis au quotidien? Étant entendu que le territoire vécu ne peut plus être limité à une commune, mais bien un bassin de vie, là où les gens se déplacent, là où ils vont se former, là où ils vont prendre des loisirs. La troisième préoccupation des habitants, au fond, quel est votre pouvoir d'agir? Vous n'avez rien à dire. Vous, les élus locaux, est-ce que vous avez vraiment le pouvoir d'agir? Est-ce qu'il s'est rapproché de vous, de nous? Et donc, ça pose la question de plus de décentralisation des compétences, moins d'étendue et plus de pouvoir d'agir. C'est ce que disait le pape François, plus le processus que l'étendue. Et on est exactement là-dedans.
Et en fait, la loi NOTRe, d'une certaine manière, et la loi sur les grandes régions, c'est l'affirmation du big is beautiful, quand en réalité, il faut plus de compétences et donc plus de décentralisation. La quatrième préoccupation, c'est est-ce que le périmètre dans lequel je vis me permet d'enrichir la démocratie? La réponse à l'état des choses, évidemment, c'est non. Et donc, dans le Grand Est, je ne vois pas trop bien comment on peut prendre en compte non seulement l'apport des citoyens, mais aussi des élus, et comment marier… On entend un bruit de fond, là? Ça va? Ouais. Donc, voilà. Et donc, à l'administration d'un territoire, parce qu'on est dans une logique d'administration, comment substituer une logique d'animation du territoire? Et ça veut dire qu'en creux, on croit que les territoires sont des espaces de transformation quand on est dans l'animation, que ce sont les lieux potentiellement d'excellence humaine et pas juste des choses à gérer. Et donc, comment passer de la gestion, de l'administration à l'animation du territoire. Et en fait, ça aboutit, dans mes convictions personnelles, à deux choses, au niveau régional et au niveau intercommunal. Au niveau régional, j'aurais bien vu qu'au niveau alsacien, on aurait pu préfigurer une organisation différente, plus simple, plus cohérente, en deux niveaux de décision plutôt qu'en trois. Et dans cette affaire, j'aurais bien plaidé pour la suppression des conseils généraux et avec la répartition de leurs compétences, soit à l'échelon régional, historique, soit à l'échelon du bloc local, ce qu'on appelle le bloc local, le couple commune-communauté, puisque je ne sépare pas la commune de la communauté, de l'intercommunalité, de la coopération entre les communes, qui est une belle promesse de la démocratie. Et donc, j'aurais bien vu en Alsace une région avec des moyens plus structurants et les territoires organisés autour de communautés de communes et communautés d'agglomération pertinentes. Au niveau de l'intercommunalité, on est passé en 15 ans de 5 intercommunalités de défense autour de la ville-centre, Mulhouse, vers une communauté d'agglomération aujourd'hui qui est reconnue, qui représente le territoire vécu. Et je dois dire que la communauté commune que je présidais jusqu'en 2004 a joué un rôle moteur, puisqu'on avait après 3 ans de réflexion, on s'est dit qu'on ne peut pas rester dans l'entre-soi d'une petite communauté commune dans le nord de l'agglomération, et en laissant Mulhouse avec 4 communes périphériques pour une communauté d'agglomération largement inefficiente, insuffisante. Et je dois dire que les communautés communes défensives, c'était tout sauf Mulhouse, tout sauf, entre parenthèses, et entre guillemets, les Arabes de Mulhouse. Donc, en fait, c'est dramatique. Et il en a fallu 15 ans pour rassembler l'agglomération. Donc, la question que vous posez sur l'échelon régional ou sur l'organisation des pouvoirs locaux est tout à fait essentielle. Essentielle pour l'émancipation de la transition écologique, on en parle de quelques instants, et l'émancipation nécessaire de la transition démocratique. Comment on va faire avec les citoyens plutôt que pour les citoyens? Est-ce qu'on veut une société de co-responsabilité, une société d'assistés? Donc, en fait, d'assistés civiques. Et donc, cette question est essentielle. Et donc, à l'état actuel des choses, en sachant en effet que la modification des régions appartient à la législation et donc très peu aux futurs candidats au régional, à l'état actuel des choses, comme une prémisse de changement, je dirais qu'il y a deux réponses à apporter pour essayer de rapprocher la collectivité régionale des citoyens. C'est de faire un peu ce qu'on a fait à Kingersheim, de considérer que des grands projets structurants ne peuvent pas faire l'objet d'un débat ou de décisions de l'entre-soi des élus, qu'ils soient régionaux, départementaux ou locaux. Et que toute séquence, tout projet structurant mérite une séquence démocratique qui a un début et une fin, mais qui puisse faire émerger à la fois la qualité de l'appropriation des enjeux, la qualité du débat public et de l'éthique de la discussion, et à travers la réalisation d'un conseil participatif qui, là, renvoie à l'hybridation de toutes les ressources et pas seulement citoyennes, permettrait d'approfondir le sujet. Et donc, moi, je pense que le modèle Kingersheimois peut se transférer à toute échelle, c'est-à-dire c'est une démocratie de projet, une démocratie construction, continue, réelle, effective, où la phase décisive de concertation permet d'indiquer le bon choix dans la phase décisionnelle des élus. Donc, je n'opposerai jamais démocratie de représentation et démocratie de participation.
La représentation gagne d'ailleurs en sens et en réenchantement lorsque les élus considèrent qu'ils n'ont pas la science infuse et qu'ils creusent la démocratie construction tout au long du mandat. Donc, je pense qu'il y a à changer de paradigme, y compris de considérer que l'élu n'est plus dans l'alpha et l'oméga de la politique pendant 6 ans et que le bulletin de vote ne peut pas être l'argument central d'une démocratie, que l'élection est importante, mais qu'elle a besoin aujourd'hui, compte tenu de la complexité des sujets et du déficit de l'anesthésie démocratique, du taux d'abstention, que de trouver une légitimité dans tous les projets structurants. Par exemple, la question de la gratuité des transports, aussi bien dans une agglomération ou à l'échelle régionale, à mon avis, doit faire l'objet d'une séquence démocratique très large, très construite, lente, maturée, mais qui permette ensuite à construire des compromis dynamiques et sur lesquels les élus pourraient prendre des décisions mûries. Ça, c'est la première proposition d'une politique régionale qui s'inscrit dans une démocratie vivante. Et les démocraties vivantes est vivante lorsqu'elle est éprouvée, et pas seulement lors des élections. La deuxième chose que je verrais, c'est une contractualisation des politiques régionales avec le bloc local, avec les différentes communautés communes ou communautés d'agglomération. On ne sait pas contractualiser, on est encore dans la sphère de la subvention descendante, alors qu'en réalité, il faut de plein pied travailler sur des contrats régionaux et territoriaux qui aient du sens. Et cette dimension est importante, je renvoie tout à l'heure, ça renvoie à la question qui vient un peu plus loin. Donc voilà, à l'état actuel des choses, évidemment, un immense regret sur l'incapacité de notre pays de construire une organisation des pouvoirs locaux qui réponde aux 4 grandes préoccupations des citoyens et de la démocratie, et en même temps, dans le contexte actuel, eh bien, essayer de rendre la démocratie plus vivante, accepter qu'on soit des animateurs du processus de décision avant d'être des élus qui décident, et de mettre en route toutes les ressources de sens. Et c'est en ce sens que je ferai une différence d'approche avec la Convention citoyenne sur le climat dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà pour la première question. La deuxième question qui m'a été posée, quels sont les rôles respectifs des régions et des intercommunalités en matière de transition écologique? À l'évidence, les intercommunalités, et on ne le sait pas assez, portent des compétences qui sont des compétences leviers de vraies transformations écologiques, plus que les communes. Mais ça ne veut pas dire que les communes ne déclineraient pas le projet intercommunal, comme d'ailleurs l'ensemble des acteurs. Ce qu'on a fait dans le plan climat, air, énergie territoriale de l'agglomération mulhousienne, qui était un moment de mobilisation de tous. Je fais, tu fais, nous faisons. Mais force est de constater que ce sont les intercommunalités qui ont les compétences les plus essentielles dans la transition écologique. Compétences sur les mobilités, compétences sur l'aménagement du territoire, compétences sur l'habitat, compétences sur l'économie, compétences sur les déchets, et j'en passe. Et donc, les intercos, c'est 70% des investissements en matière environnementale dans notre pays, le bloc local. Voilà. Donc, il faut arrêter de penser que les lois nationales, qui devraient d'ailleurs être beaucoup plus fortes en résistance par rapport aux groupes multinationaux, puissent être dans une dimension simplement descendante. Je rêve d'ailleurs un jour où le plan soit pris en compte dans une contractualisation Europe, État, région avec les territoires, mais que ça se joue dans les territoires. C'est là que ça se joue, dans ce que j'appelle la plaque pivot entre le comportement personnel et les politiques collectives, entre le civique et le politique. C'est là que ça se joue. C'est là qu'il faut considérer que les territoires vécus sont des espaces de transformation. Et donc, on ne peut pas suffire de positions, de lois et de positions descendantes, même si la loi peut fixer le cadre et même si l'État peut pourvoir un budget beaucoup plus conséquent avec l'Europe. Voilà. Et donc, quel rôle d'animation pourrait jouer la région de mise en cohérence? Alors, moi, je veux dire par expérience, mais je ne dis pas que c'est la vérité. Mais par expérience, j'ai vu très peu d'exemples où un échelon supra a su animer un projet sans être dans une démarche descendante ou condescendante. C'est d'ailleurs assez incroyable que dans l'imaginaire collectif, plus les élus s'éloignent des citoyens, plus ils auraient de valeur.
Quand vous prenez un coupé de ruban, vous regardez, c'est d'abord le sénateur, puis le député qui n'aura aucun impact sur le local, puis ensuite le conseil régional, puis le conseil général, puis l'élu local qui, lui, porte le projet. Donc, c'est symbolique, mais c'est… Alors qu'en réalité, l'élu local n'est pas en dessous. Et ça, je l'ai vu d'ailleurs dans la réalisation du SRAT, du schéma régional d'aménagement de territoire du Grand Est. Ils sont venus restituer leurs travaux devant des élus locaux médusés, quoi. Donc, en fait, il y a une forme de condescendante respective d'un échelon à l'autre. Et l'échelon local, c'est vraiment l'échelon des petits, des bouseux, quoi. Donc, alors que c'est en fait l'échelon des chemins d'espérance. C'est là que les choses se travaillent. C'est là en contact avec les citoyens. C'est là qu'on est à distance des engueulades. Donc, c'est là où se fomentent les projets de transformation. Et donc, moi, je préférerais plutôt que les régions et les intercos fassent un travail plus humble, mais conjoint, sur un climat régional et les climats et les plans climat à air et énergie territoriaux. C'est-à-dire qu'il y aurait une alimentation réciproque dans la construction d'un plan climat régional et de plans climat territoriaux. On ne serait donc pas dans le systématique, mais dans une démarche systémique. Par exemple, le SRADET devrait être en lien avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, que la question de la mobilité fait forcément se mettre en discussion le maillage SNCF et le maillage de mobilité douce dans les territoires. Comment aller vers la plurimodalité territoire-région. L'économie circulaire devrait faire l'objet d'une discussion régionale et territoriale, et il y a bien d'autres exemples. Alors, comment faire? J'aurais imaginé que… Excuse-moi, Joe, il te reste 5 minutes. D'accord, je termine. Il y a encore deux… Ouais, d'accord. L'idée, c'est que comment faire? Eh bien, moi, je commencerai comme on l'a fait à l'intercommunalité, à l'agglomération mulhousienne, par un séminaire d'appropriation des enjeux, non pas seulement sur la transition écologique, mais aussi comment faire avec les citoyens. Et je réunirai tous les échelons, tous les élus de toutes les strates, régionaux, communautaires et communaux. J'engagerai ensuite, en phase 2, un débat public avec aussi les citoyens par bassin de vie. Je créerai un comité de pilotage qui ferait le suivi. Et en alternative d'une convention citoyenne, et c'est la dimension un peu particulière de ce qu'on a fait à Kingersheim, je créerai un conseil participatif qui réunirait pas seulement des citoyens tirés au sort, mais aussi des citoyens tirés au sort, de représentants des conseils de développement, c'est-à-dire de la société civile, des élus de toutes les strates, des experts internes à l'interco et aux régions et des experts externes, et les organisations, c'est en réalité le pacte civique, les organisations syndicales, associatives, et on apprendrait à réfléchir ensemble sur un plan climat régional et territoriaux, et des plans climat territoriaux, qui aboutirait à une proposition de plan climat régional et plan climat territoriaux, et qui se terminerait par des décisions et par des engagements. Je préfère parler d'engagement dans ma taxonomie démocratique que de décision. L'engagement d'une personne vers plus de sobriété vaut largement la décision d'un conseil municipal pour une décision environnementale. Donc, je n'oppose pas c'est le pacte civique, je n'oppose pas les réponses personnelles, les réponses citoyennes, les réponses politiques et les réponses des organisations. Voilà, et donc ça, ce serait la partie un peu originale. Sur la santé, je n'ai pas beaucoup à dire, hein. C'est un sujet que je n'ai pas beaucoup abordé. Je termine sur la dernière question. Quelles mesures proposer pour rendre plus efficace et plus fraternel l'action sociale des départements? Je reprendrai assez bien en compte la philosophie du pacte civique et j'inscrirai la solidarité dans le champ plus large des valeurs du pacte civique, c'est-à-dire le sens, la sobriété, la justice et la fraternité. Et dans chaque département, canton par canton, j'organiserai des états généraux de la fraternité, si ce n'est pas déjà fait, mais qui permettraient de se faire réunir tous les acteurs de solidarité, d'aide sociale, d'engagement associatif citoyen, et qui permettrait de creuser la promesse véritable de la fraternité. Et donc, l'aide sociale, y compris budgétaire, serait un des éléments. Et donc, on entrerait non pas par le budget, mais par des finalités, par le sens, par des convictions. Et là aussi, j'ouvrirai une belle séquence démocratique avec l'invitation à tous les habitants, un débat public avec des ingénieurs des débats publics pour l'éthique de la discussion. Je vois Jean-Claude qui prend des notes. Et puis, je proposerai, on déléguerait un conseil participatif de co-construire
un projet fraternel dans chaque département, avec le volet aide sociale département, le volet des associations caritatives, le volet de l'engagement des citoyens, par exemple la journée citoyenne, mais beaucoup plus large que ça. Donc voilà, je mobiliserai l'ensemble des ressources de sens, d'intelligence, d'expertise et d'engagement, canton par canton, pour une délibération départementale sur la question de la fraternité. C'est-à-dire qu'on sortirait de la dimension simplement aide, ou simplement budgétaire, ou simplement technique, pour aborder les valeurs métapolitiques qui permettent de transformer les choses. Voilà, j'ai fini. Une précision, tu dis canton par canton, c'est-à-dire J'ai pas pourquoi compris. les cantons, pourquoi pas les intercommunalités? Ça pourrait être des intercommunalités, mais comme c'est, on vous partez de l'aide sociale des départements, donc je prendrai le territoire de base d'élection, en fait, qui sont les cantons. Je suis d'accord avec toi de considérer que les cantons, c'est qu'un redécoupage électoral. Donc on pourrait en effet aussi travailler peut-être au niveau intercommunal. Ce ne serait pas saugrenu, au contraire. Ok, merci beaucoup, Joe. Des remarques, des questions? Vous levez la main, s'il vous plaît, pour prendre la parole. Oui. Oui, Georges. Oui, bonjour Joe. Tu as parlé des élus comme animateurs de processus et de sens. Est-ce que tu penses qu'on peut envisager avec toi d'organiser des formations d'élus qui les armeraient par rapport à cette dynamique? Parce que les élus ne sont pas formés du tout à tout ça. Alors, ça fait à peu près 3 ans que j'interviens presque 2 fois par semaine à la demande de communes qui ont vraiment envie de changer de paradigme. Donc ça, c'est un premier élément. J'interviens comme d'autres d'ailleurs. Je fais partie de Démocratie ouverte. Je suis assez proche de Loïc Blondiot, qui est un théoricien de la démocratie participative. On n'a pas réussi, tous les innovateurs démocratiques, ça c'est vraiment intéressant. On est encore atomisé. On n'a pas réussi. Mon rêve, c'est d'organiser dans chaque région une université de l'agir public, qui permettrait de mettre le paquet sur le sens, sur la gouvernance, plus que sur le budget, sur les… Voilà. J'avoue qu'à 70 ans, c'est une ambition qui est un peu compliquée et que c'est une idée qui fait son chemin. On a des gens, par exemple, à l'INET, qui forment des fonctionnaires territoriaux. J'interviens souvent dans les formations des cadres territoriaux qui sont absolument remarquables, plus perméables d'ailleurs que les élus sur la question de la transition démocratique. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a une très belle évolution dans la demande des… Il y a au moins 10% des listes qui ont été des listes participatives. Il y a une demande quasiment presque quotidienne d'équipes municipales qui nous sollicitent pour comprendre. Ils ont compris quelque chose de neuf et que ça s'apprend. Et tu as raison de le dire, genre ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. On ne devient pas animateur du processus de décision, on n'est pas dans la pensée démocratique. D'ailleurs, c'est significatif. C'est comme si la démocratie pouvait se réduire à de l'affrontement, à la conquête du pouvoir et un bulletin de vote. Et donc, par extension, de la posture, la caricature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la politique est reconnue comme souvent un lieu de récréation, en fait. Alors qu'en fait, c'est d'une noblesse, d'une dignité, ça peut être porteur de sens et de transformation. Et moi, je passe dans mes interventions un tiers de mon temps à parler du sens. Et que toute séquence qui démarrait non pas par le sens, mais par des considérations juste légales, juridiques, sont à côté de la plaque. Donc voilà, on est là-dessus et je suis à la disposition des collectivités. Souvent d'ailleurs, je ne suis pas du tout un technicien de la démocratie. Moi, mon intervention, c'est juste pour donner envie au début et de permettre aux gens de se poser des questions. Et je leur dis, c'est un long travail. La démocratie, c'est une transition. C'est un long travail d'appropriation, de réflexion par rapport au pouvoir. Est-ce que je suis dans l'ego? Est-ce que je suis dans le service? De réflexion sur les pratiques démocratiques. Éviter aussi, je veux le dire ici, parce qu'on tient le mot citoyen à toutes les bouches, ça devient une tarte à la crème qui ne veut plus rien dire. Et je vois d'ailleurs le risque du citoyennisme. Loïc Blondiot en parle. C'est-à-dire que le citoyen, ça devient vraiment la science infuse. Et comme si les élus n'étaient pas des citoyens engagés ou des citoyens à responsabilité. Donc, moi, la question, ce n'est pas la citoyenneté qui est posée, c'est la question de la démocratie.
parce que vous avez notamment des gens qui, en vertu des citoyens, sont dans des clubs med de post-it, sans valeur, sans conviction. C'est juste la technique qui l'emporte sur les valeurs, absolument dangereux. Et on se rapproche là de l'idéologie, de la non-idéologie. Or, je pense que la politique, elle est faite de controverses, de conflits, et qu'il faut en sortir par des compromis dynamiques. C'est ça le sens. Et donc, je ne suis pas du tout dans une dimension ni démagogique, et ça je crois qu'il faut vraiment le dire, ni autocratique, mais on voit bien le risque, les 4 risques infantiles d'une alternative à tout ça. C'est d'une part le risque du citoyennisme, c'est le risque et donc de l'individualisme politique. On considère que la décision, c'est l'ajout d'ego ou d'envie ou d'avis. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est fertiliser des points de vue différents. C'est le risque de la technocratie. C'est aussi le risque de la technocratie. C'est le risque de l'autocratie lorsque les élus sont dans l'entre-soi. Et c'est le risque du communautarisme, du corporatisme lorsqu'on laisse les organisations dans l'entre-soi. Regardez l'attitude d'un certain nombre de responsables associatifs ou syndicaux, c'est le même problème que pour les politiques. C'est quel est mon rapport au pouvoir. Et donc, en fait, sortir ces 4 catégories de leur entre-soi, c'est permettre enfin, c'est l'esprit du pacte civique, à se confronter et donc à fertiliser les points de vue différents. Exercice éminemment difficile dans un pays où l'école est compétitive et n'est pas celle de la coopération. Donc, on est dans une transition longue. Et c'est malheureux parce que la transition devrait être plus rapide pour servir une transition écologique qui est aujourd'hui urgente. Donc, on est dans des contradictions compliquées. OK, merci Jo. D'autres questions? Jean-Claude, je voulais… Oui, Jean-Claude? Oui, Jean-Claude. Jo, comment est-ce que tu vois qu'on pourrait rendre ces élections régionales et départementales utiles pour la séquence de 2022 présidentielles législatives qui sont liées? Ça, c'est mon point de vue plus militant. Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat de la droite et de l'extrême droite qui est absolument mortifère. Et ça se joue aussi dans les grandes régions. Et je pense qu'il faut offrir aux habitants plus de choix. Alors même qu'on ne soit pas d'accord avec mon opinion politique, moi je pense que je milite beaucoup au rassemblement de la gauche et des écologistes dans une dimension sociale écologique et pas dans une dimension extrémiste. Et je pense qu'au minimum, il faut offrir aux habitants des vrais choix. Et je pense que j'ai peur d'ailleurs que le scénario 2022, vous l'avez vu dans la presse, dans les sondages, il y a des gens qui ne feront plus d'appel à voter, il y aura moins de votes par défaut, et que quand je vois les sondages à 52-48, moi j'ai peur, j'ai très peur. Il faut donc même dans l'intérêt de la démocratie offrir des alternatives. Et c'est là que je vois la messe des égaux se développer partout. Chacun parle au rassemblement, mais chacun est sur son fortin. Et voilà, donc je pense que les élections régionales vont être évidemment beaucoup plus concentrées sur des compétences finalement pas aussi importantes qu'on aimerait. On n'est pas dans les Länder allemands. Et en même temps, on sent bien que l'affrontement, ça va être un peu sur ces options politiques. Personnellement, je pense que ce n'est pas bon qu'on soit sur des alternatives telles qu'elles sont promises par les sondages. Merci. Je le dis modestement, mon point de vue, je n'ai pas demandé de le suivre, mais ça fait partie de mes convictions. OK, merci. D'autres questions? Michel Bellacossi, Oui. tu as posé des questions dans la discussion, mais peut-être tu peux le faire oralement. Oui, merci beaucoup. Je suis malheureusement arrivé en retard, mais j'ai cru sentir cette volonté d'articuler et de cohérence en multi-échelle dans ce que vous avez dit. Je vais venir sur un aspect plus général qui est que le citoyen, évidemment, est à toutes les échelles. Et donc, vous avez mentionné aussi l'Europe, bien entendu. Ma question, c'est, j'ai écouté l'autre jour, tout d'abord, je voulais dire que Hubert Védrine disait l'autre jour que l'Europe a le droit de parler de souveraineté lorsqu'il est à l'OTAN ou avec les Américains, mais surtout pas d'autonomie stratégique. Voilà. Donc, je pense que quand même, il y a un enjeu
que l'Europe, qui a quand même un certain nombre de valeurs et de qualités, joue tout son rôle dans le monde. Et donc voilà, c'était mon premier point, mais je rajouterai à ça qu'il y a des sujets de grande infrastructure, je pense en particulier au réseau et à l'énergie, où effectivement chaque niveau est important, je suis bien d'accord, mais il ne faut pas oublier la dimension Europe à ce niveau-là. Voilà, c'était ça mon commentaire. Mais en fait, j'ai eu la chance de travailler la reconversion du bassin potassique. La potasse a été découverte en 1904 en Alsace et l'extraction de la potasse s'est arrêtée en 2001, 3 ans avant ce qui était prévu. Et on a eu la chance, et j'étais en responsabilité au niveau de l'intercommunalité, j'ai transformé le CIOM en communauté commune et on a eu la chance d'avoir une entreprise minière chimique mère de la mine des potasses d'Alsace qui s'est beaucoup investie dans la reconversion économique, sociale et environnementale, mais aussi grâce à l'Europe, au Crédit FEDER, aussi grâce au crédit d'État dans les contrats de plan État-région, j'en ai fait allusion, ces contrats de plan qu'avait mis en place Michel Rocard. Et je pense qu'on ne sait pas contractualiser les différentes échelles. Et c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'addition, d'empilement vertical ou d'addition horizontale de dépenses sans mettre en réseau, sans trouver l'intelligence d'une approche systémique. Et moi, je peux vous dire que le bassin potassique a réussi sa reconversion grâce à l'investissement d'une grande entreprise, qui est l'EMC. Alors, les syndicats ont eu du mal à le croire, mais moi, je l'ai dit. Et je pense qu'on a mis des dispositifs absolument originaux en place, avec un tiers du territoire, un tiers l'EMC et un tiers l'État pour financer les emplois nouveaux. Il n'y a pas eu un seul licenciement. Les crédits FEDER européens ont été puissants. La région s'est mise et le territoire. Donc, on a eu 4 échelles territoriales qui se sont mises en commun pour construire ensemble. Et ça, c'est remarquable. Grande déception, par contre, les bénéficiaires de la reconversion, c'est-à-dire les mineurs, qui ont été habitués, si vous voulez, à la dimension on fait pour nous, mais pas on fait avec, qui ont voté très longtemps PC, sont directement allés au vote FN, en fait. C'est en fait cette dimension que revendique le pacte civique, c'est qu'il n'y a pas de solidarité sans pacte civique, en fait, sans l'engagement des uns et des autres. On n'est pas des assistés civiques. A manqué et tous les extrémistes iront toujours sur l'idée que finalement on fait à votre place. Dormez tranquille, braves gens, on fait la révolution à votre place. Et en réalité, c'est ce qui manque. Et donc, moi, je comprends assez naturellement que le vote PC, qui était finalement pour les citoyens, se traduise aujourd'hui par les mineurs, en grande majorité, par un vote RN. C'est une déception pour moi immense, alors que c'est le territoire qui a le plus bénéficié des aides européennes. Et qui, voilà, c'est une forme aussi de paternalisme qui a joué sur cet état d'esprit, et c'est jamais bon. C'est pour ça que moi, je revendique aujourd'hui de jamais nous positionner comme des magiciens. Ce n'est pas servir la démocratie. Les élus ne sont pas des magiciens. On est juste à mettre en place, un peu comme je le faisais quand j'étais prof d'EPS, à mettre en situation les gens pour qu'on soit tous en co-responsabilité de nos territoires. Merci. Merci. Yvon, tu avais une question sur le chat. Au micro. Poser la question de savoir des structures homologues en Alsace et peut-être en Suisse. En réalité, non, mais ça, plus je réfléchis, plus je vais étudier un peu le cas de l'organisation. L'Allemagne, en fait, le fond du problème, c'est qu'on reste un État profondément jacobin. Profondément jacobin. Et qu'en réalité, pour refaire le monde, il faudrait appliquer le principe de subsidiarité ascendante. Or, on raisonne décentralisation. C'est-à-dire, c'est le bon vouloir du Paris et des députés qui fait qu'on veut bien donner quelques miettes, le cas échéant, au territoire. Et pour refonder, en réalité, il faudrait repartir un peu comme les Suisses sur une démarche de subsidiarité ascendante. Moi, je ne me suis pas inspiré, en fait. L'entrée dans la rénovation politique est venue de l'impérieuse nécessité que j'ai sentie à 25 ans de travailler sur un retournement démocratique.
et de mettre le citoyen comme acteur que dans le processus de décision. Donc, c'est plutôt à partir de ça, et donc à partir de la réflexion de gens qui m'ont convaincu, comme Ricoeur, mais aussi Lévinas, Hannah Arendt, et techniquement des gens comme Blondiot. Donc, c'est progressivement, à la fois en tant qu'expert d'observation de ce que je vois dans la cité, la montée en puissance de l'individualisme qui m'a fait très, très peur et qui reste une réalité forte, qui m'ont changé, qui m'ont dit qu'il faut arrêter de faire à la place des gens, en fait. Donc, juste une remarque, hein, dans ce que tu as dit, tu as parlé de la suppression du département, alors qui avait été fait à la Révolution pour permettre en 24 heures à cheval d'aller vers le chef-lieu du département, et tout à fait dans une conception de la démocratie qui est uniquement représentative, avec des élus qui viennent d'un pouvoir qui vient d'en haut, qui en fait n'a jamais été réformé dans nos démocraties, ni dans notre République d'ailleurs, qui était la consolidation de la démocratie. C'est quasiment caricatural, et on y est toujours. Okay. Mais en fait, ça a été conforté par l'option napoléonienne. En fait, oui, Napoléon, c'est tout à fait ça. Les départements, c'est d'essence jacobine, en fait. C'est pour ça que je plaide pour le duo région-territoire et Europe. C'est un vrai choix politique, là. OK. Il nous reste 5 minutes à peu près. Qui voudrait poser une question ou intervenir? Jean-Baptiste avait posé. Jean-Baptiste. Oui, donc merci beaucoup, Joe. C'est toujours très, très convaincante la manière de t'exprimer. D'abord, je voudrais te demander, est-ce que tu as l'intention de te présenter à l'une des deux élections? Parce que je pense que ces idées-là, ça serait bien qu'elles soient portées de l'intérieur. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir au niveau régional des listes particulières autour de l'idée de transition, comme il y a eu au niveau des municipales? Il y a eu un vrai renouveau quand même, où il se passe des choses. Moi, je vois ça dans le territoire normand, il y a des choses qu'on voit. Le processus un peu autoritaire, même très autoritaire de la loi, de ce qui a été fait par Hollande, provoque une espèce de besoin de compensation démocratique. Mais va-t-il se produire au niveau régional? Je n'ai pas l'impression. Et puis ensuite, est-ce que tu pourrais nous dire un mot du bilan de la parité homme-femme dans les conseils départementaux? Je suis très surpris que cette réforme, quand même fondamentale, je vous rappelle qu'il y a dans chaque circonscription maintenant un homme et une femme élus ensemble pour les conseils départementaux. Et la journée de la femme, je n'ai pas entendu une seule fois qu'on parle de cette innovation démocratique fondamentale, cette façon française aussi de digérer ce qui est bien pour le nier. Voilà. Absolument. Moi, j'étais plus conseiller général quand la parité s'est appliquée avec les binômes, donc j'ai arrêté en 2014. Et c'est vrai qu'on ne sait pas mettre en avant des avancées dans notre pays, notamment sur la question de la parité, quoi. Je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas vu vraiment dans mon canton. Je ne peux pas en parler. Je n'ai pas d'expertise là-dessus, mais évidemment, ça ne peut être qu'une avancée forte qui a succédé à d'autres. Je me souviens d'ailleurs que la loi sur la parité m'a obligé de réduire le nombre d'adjointes dans ma municipalité parce que j'avais plus d'adjointes que d'adjoints. Et donc, moi, j'ai dû réduire le nombre de femmes dans mon équipe municipale. Et si je les ai choisies, c'est parce que tout simplement, il y a une compétence et ce n'est pas la question du genre. Et voilà. Sur non, je ne serai pas candidat. On me sollicite, mais j'ai déjà affirmé que j'arrêtais la politique électorale. Et j'ai 70 ans. Je pense que ce ne serait pas, même pour ma propre image, ce ne serait pas bon de revenir, même si parfois j'ai envie. Mais j'agis dans les coulisses avec Place Publique. On vient précisément d'adhérer à quelque chose qui est intéressant au niveau régional, à l'appel inédit, qui est porté par 3 femmes. Et on travaille en convergence avec le pacte écologique et Dominique Potier. C'est pas simple, hein. L'union est un combat, notamment dans le Grand Est. Mais l'appel inédit est intéressant parce que c'est un peu l'esprit du printemps marseillais. C'est comment on est déjà actuellement 1000 signatures avec des élus de 10 sensibilités politiques différentes, avec 400 citoyens qui se sont intégrés dans cet appel inédit.
Donc, en fait, quand je dis appel inédit, c'est évidemment pour un projet inédit. Et j'ai bien l'intention de travailler avec mes amis de Place Publique au sein de cet appel inédit à la constitution d'une équipe qui soit novatrice et pas décidée dans l'entre-soi des politicards, avec peut-être des élections sans candidat, on verra, mais aussi un projet qui, sur la base des compétences régionales, nous permette de conjuguer en fait la dimension écologique, la dimension économique, sociale et démocratique. C'est en ce sens que je suis beaucoup pris par ça, mais sans être candidat. Merci. OK, merci. Bon, cette séquence touche à sa fin. Y a-t-il une dernière parole particulière de l'un ou de l'autre? Non, bah, il nous reste à remercier chaleureusement Jo, qui a su être synthétique, tenir à peu près dans l'horaire et faire de cette séquence quelque chose de très intéressant qui va nous inspirer, je pense, pour la parole du pacte civique lors de ces campagnes électorales. Merci. Moi, je voulais simplement moi, je voulais vous remercier aussi tous et vous dire combien vous êtes importants dans l'espace public politique français. Et je continuerai à ma manière d'être avec vous dans cette démarche du pacte civique, dont je rappelle qu'on l'a décliné localement en 2011 à Kingersheim. Merci. Merci à vous. À bientôt.